Médiasphère. Médiasphère. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous préférer. Bienvenue dans votre émission Médiasphère, l'émission des médias dont nous ouvrons ce soir par une immersion réalisée par Mamoudou Bouléré Diallo. Il s'est intéressé à la chaîne qui émet aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, c'est c24news.com. Ils ont une radio, une télévision suivie sur YouTube, mais aussi sur Facebook, Twitter et les autres plateformes. Quelles sont les perspectives, les difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain? Vous aurez les détails dans un court instant dans ce grand format signé Mamoudou Bouléré Diallo. Il s'est également intéressé à la presse papier aujourd'hui qui a connu de grands jours, qui a pris de l'ascension, mais aujourd'hui avec l'instantanéité, avec la presse en ligne qui est devenue un concurrent, il rencontre des difficultés. On va dévoiler tout cela dans votre émission Médiasphère. Notre invité du jour, puisqu'on ne va pas passer à côté de l'actualité, il s'agit de Daouda Youla. Il est le responsable service technique à la radio Continental FM, cette radio dont la licence a été retirée. Beaucoup jugent cette décision de la haute autorité de la communication de disproportionnée. Il sera avec nous sur ce plateau pour revenir de long en large sur ce dossier brûlant. L'autre aspect, c'est la une de la toile signée Fatoumata Kairaba Kaba. Comment les sites internet ont traité l'actualité de la semaine. Et cette actualité qui revient, c'est la manifestation du FNDC contre une question de troisième mandat en République de Guinée. Voilà les éléments qui vont défiler au cours de votre émission Médiasphère. Mais avant, on va suivre cette autre édition. Il s'agit de 10 minutes sur Espace TV. On se retrouve juste après. À tout de suite. Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. La situation sociopolitique guinéenne reste tendue ces derniers temps entre défenseurs de la Constitution de mai 2010 et les partisans d'une nouvelle Constitution. Pour s'enquérir des réalités du terrain, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies est à Conakry pour échanger avec les acteurs politiques. Au cours de son entretien avec Mohamed Ibn Chambache, la majorité présidentielle, dirigée par Amadou Damaro Camara, s'est dite ouverte à un dialogue inclusif. Nous avons été, ils nous ont dit... Ils sont venus voir, ils sont inquiets. Ils sont venus voir dans quelle mesure on peut apaiser. Nous leur avons dit qu'on était super ouverts à n'importe quelle négociation, dialogue, pourvu qu'il y ait quand même une plateforme autour de laquelle on est supposé aller débattre. Les élections législatives sont programmées pour le 16 février 2020 et le chef de l'État a déjà convoqué le corps électoral. Malgré la réticence de certaines formations politiques de l'opposition, le président du groupe parlementaire de la mouvance précise. J'attends qu'on n'a pas de corps électoral. J'oublie que le corps électoral en Guinée, qui est formalisé par un fichier, est permanent en Guinée. Le Front national pour la défense de la Constitution appelle à une journée de marche ce jeudi. Ce cadre du parti au pouvoir reconnaît que la manifestation est un droit constitutionnel. Il regrette tout de même le fait que des jeunes sortent juste parce qu'on croit prêter au chef de l'État des velléités. Le président n'a pas parlé encore de référendum. Le problème du troisième mandat, c'est un faux problème. La Commission électorale nationale indépendante CENI a rencontré les acteurs impliqués dans le processus électoral ce mercredi à travers le comité interparti. L'UFR et l'UFDG n'y ont pas pris part. Damaro Camara espère que ces déformations reviendront à ce CIP afin de s'impliquer de façon inclusive aux élections législatives de février 2020. Il se dégage un constat que pour mieux réussir l'exécution des programmes de développement, le gouvernement guinéen doit mettre à la disposition des cadres des départements ministériels des outils leur permettant de répondre aux attentes de la population. Les bureaux de stratégie et de développement sont plus que jamais appelés à jouer ce rôle. Et le thème de référence est le début de tout le processus. Parce qu'il faudrait élaborer la note conceptuelle, des thèmes de référence qui définissent l'objectif et tout le contenu qui porte sur l'étude elle-même ou sur le projet. C'est à partir donc des thèmes de référence
que vous pouvez engager le processus de réalisation des études de faisabilité. L'État guinéen est à la recherche de l'amélioration des projets bancables et le décaissement effectif des ressources financières promises à la Guinée. Le plus illustratif est après la tenue de la réunion du groupe consultatif à Paris en novembre 2017. À la fin, ils seront vraiment outillés pour pouvoir élaborer des TDR facilement, élaborer et contribuer à l'élaboration des études de faisabilité et même à contribuer à examiner les documents de projet et à les préparer pour parvenir à mobiliser et à accélérer la mobilisation de ressources pour financer le PNDS. L'initiative vient à point nommé selon les participants qui, de passage, expriment leurs attentes. Bien sûr, on ne peut pas dire mieux que ça parce que partout nos routes sont dans un état délabré. Donc cela dit quelque part, il y a des faiblesses dans le domaine des études. Si les études sont bien élaborées, cela dit que les solutions qui vont être offertes par rapport à la projection de nos routes vont être les meilleures. 5 jours seront mis à profit donc pour ces cadres afin de les amener à répliquer contre cette préoccupation économique. Le Kenya accueille depuis le 14 novembre dernier la conférence internationale sur la population et le développement CIPD 25. Une rencontre qui regroupe le gouvernement, les organismes des Nations Unies, les acteurs de la société civile, le secteur privé ainsi que des organisations de jeunes et de femmes. Tous sont réunis pour célébrer les 25 ans de cet événement historique où chaque pays doit s'engager à mettre en application ses promesses. Un panel a été octroyé à la Guinée. Le thème portait sur les personnes vivant avec des handicaps et le programme d'action de la CIPD. C'est le directeur national adjoint du ministère de l'Action sociale qui s'est exprimé au nom de son ministre sur les avancées et les recommandations dans ce domaine. En ce qui nous concerne, il est important que l'opinion publique accepte les personnes handicapées comme étant des personnes, des citoyens à part entière, mais que qu'elles ne soient pas considérées comme étant des, excusez-moi le terme, mais comme des citoyens de seconde zone. Donc malheureusement, ce sont des tristes réalités auxquelles on assiste. Donc ce sont des défis qui nous interpellent et nous pensons que des engagements qui ont été pris là, notamment en termes de revalorisation des ressources à l'endroit de ces personnes-là, notamment en termes de partenariat créé avec l'ensemble des autres départements sectoriels, santé, éducation, travaux publics, mais aussi du système des Nations Unies. Dans l'esprit du sommet, la Guinée, à travers le ministère des Affaires étrangères, a tenu des engagements dans plusieurs domaines. Renforcer les droits sexuels et reproductifs des adolescents et des jeunes, particulièrement les jeunes filles, par la réduction de 40% du taux de grossesse précoce en milieu scolaire et extrascolaire d'ici à 2030. Réduire de 2/3 les décès maternels néonatals et infantiles inévitables en Guinée à l'horizon 2030. Promouvoir l'égalité et l'équité entre les hommes et les femmes par la réduction significative et durable de toutes les formes de disparité et de discrimination fondées sur le sexe d'ici à 2030. Il reste à savoir si ces engagements seront réalisés dans la période indiquée. Quant au sommet, il prend fin ce jeudi. C'est cette route qui mène à Samantran Plateau. Des collines caillouteuses, voilà l'image qu'elle présente. Une voie très difficile à pratiquer. Les habitants de cette localité ont du mal lorsqu'ils doivent se déplacer. Le plan de route nous fatigue énormément, la population souffre énormément. Là, on n'en parle même pas parce que vous avez vu la situation. La route elle est complètement dégradée. Notre route n'est pas bonne. Même quand tu as une nouvelle voiture ici, elle ne peut pas résister longtemps. Puisque actuellement, vous avez constaté, quitter à Samatra, c'est jusqu'à la gare, peut-être c'est au moins 3 km. Mais la route est totalement dégradée. Ce quartier est à 5 km de Sonfoni-Gare. À chaque fois, des ingénieurs de Sossé viennent faire l'état des lieux et rien de plus. Les citoyens poussent leur cri de cœur. À chaque fois, on verra les ingénieurs, les travaux publics viennent mesurer la route, mais rien de potentiel. On ne voit pas la suite. À chaque fois, c'est ça. On ne fait que mesurer, mais on ne voit pas la suite. Et chaque fois, chaque année, ou fin d'année comme ça, novembre, décembre, on voit les autorités des travaux routiers ici qui viennent faire des mesures, mais on ne voit rien de potentiel. Malgré la dégradation de cette route,
Les conducteurs de taxi-moto trouvent nécessaire de faire des surcharges. Bien que le transport soit à 5 000 francs guinéens par personne de Sonfonia-Gare à Samatran-Plateau, cela ne suffit pas. La surcharge n'est pas sans conséquence. Sur la route, là, quand même, la moto ne dure pas. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Si la moto dure ici, c'est 4 mois, 5 mois. Si on prend une personne, sur la route d'ici, c'est une obligation qu'on prend encore une deuxième personne. Ce quartier de Dubreka est composé de 3 secteurs. Son premier responsable reconnaît le calvaire dans lequel se trouve sa population. Depuis des années, tous les quartiers qui ont en commun cette route se sont retrouvés pour demander l'aide du gouvernement. Pas de suite favorable. Même ce pont en image a été fait par les habitants eux-mêmes. De Sonfonia à ici, la route n'est pas bonne. Nous avons tout fait. Le pont que vous avez traversé, c'est nous qui l'avons fait avec nos moyens. Cela fait des années que nous demandons l'aide de l'État. Mais rien. Ce quartier, comme tant d'autres de la capitale, a un besoin criard de route. Les citoyens de cette localité ont aujourd'hui les yeux tournés vers les autorités compétentes face à leur situation. J'ai entendu leur colère et leur indignation face à des conditions de travail qui sont parfois devenues impossibles. Face aux salaires compressés, aux rythmes effrénés, aux difficultés matérielles parfois concrètes, dans des services où il n'y a pas plus suffisamment de soignants qui sont là et des difficultés matérielles qui se sont accumulées, et avec au fond un sens perdu qui est ainsi ressenti quand rien ne fonctionne plus dans les services au quotidien, ni l'ascenseur, ni le matériel manquant, ni l'absence de lit, ni les plannings à boucler quand il faut remplacer les absents au pied levé. C'est ça la réalité, en effet, dans trop d'endroits. Médiasphère. De retour sur ce plateau, vous l'avez compris, c'était le 10 minutes sur Espace TV, le condensé de l'information avant le 20h. Vous êtes sur le plateau de votre émission Médiasphère, l'émission des médias. Avant de partir avec notre invité du jour, Daouda Youla, responsable du service technique à Continental FM, on va d'abord suivre ce élément de reportage réalisé par Mamoudou Bouléré Diallo, immersion au sein de certains médias privés de la presse, que ce soit la presse papier ou la radio, la télévision, comment ils émettent, quelles sont les difficultés sur le terrain. L'élément est signé Mamoudou Bouléré Diallo. Regardez. Médiasphère. Plus le temps passe, plus le monde bouge et les médias aussi. Un regard croisé sur le paysage médiatique guinéen. D'abord le web média, à quoi ça renvoie et comment fonctionne cet autre média? La réponse avec le fondateur du groupe de presse C24news.info. Nous avons commencé avec le site d'information qu'on appelle C24news.info. C'est de là, avec mes collègues, on a pensé à créer aussi la radio C24fm.info parce que nous sommes aussi sur le web. Donc, vu aussi l'engouement qui était dans l'entreprise côté site et radio, on a dit pourquoi pas aussi créer la télé. Donc, et c'est ce qui fait. Aujourd'hui, nous sommes vraiment suivis partout à travers les réseaux sociaux. Nous avons pas mal de personnes qui suivent notre page Facebook ou la chaîne YouTube de la télé qu'on appelle C24 TV sur YouTube. En plus de ça, nous recevons des messages partout, à Dakar, Tunisie, Nigeria, partout. Des gens qui nous écrivent, qui apprécient, qui nous encouragent de fournir d'efforts et puis d'aller jusqu'au bout.
Les contraintes et difficultés s'imposent. Les jeunes promoteurs se plaignent de la charge. En attendant l'obtention de la fréquence pour la radio et la télévision C24, c'est le site qui prend la charge économique. Nous, on peut diffuser ici sans problème, mais nos auditeurs, est-ce que nos auditeurs, ils ont les moyens pour vraiment dire que vraiment je vais écouter une radio pendant 1 heure ou bien pendant 2 heures, ou bien regarder une émission télé qui est filmée pendant 1 heure? C'est très difficile parce que la connexion coûte excessivement cher. Nous, on connaît vraiment comment on se débrouille ici pour avoir la connexion. Ce que nous demandons à l'État, parce que nous, on est parti plusieurs fois voir la HAC. La HAC dit vraiment que ce n'est pas d'attendre. À chaque fois, si on les écrit, il nous dit d'attendre, il nous dit d'attendre, il nous dit d'attendre. On attend qui? Maintenant, on demande humblement à l'État vraiment de nous aider à avoir la fréquence de la radio et l'autorisation de la télé pour qu'on puisse vraiment émettre. Pendant ce temps, la presse écrite, elle, souffre de plusieurs maux. Le désintéressement des lecteurs, de facto les annonceurs, mais aussi le coût. Le quotidien privé La République subit de plein fouet cette réalité. C'est le premier quotidien privé en Guinée qui bientôt aura 10 ans sur le marché. Vous avez que on tient le coup malgré la conjoncture que nous connaissons. Parce que gérer un journal, surtout un quotidien, c'est pas chose aisée. Vous savez, en Guinée, nous n'avons pas d'imprimerie qui nous permettent, quand on finit de monter le journal, d'aller attendre à l'imprimerie et que le journal sorte sur le marché. Des fois, vous venez sur l'imprimaire, l'imprimerie est en panne, il faut attendre un jour, alors que nous sommes quotidiens. Cela ne nous arrange pas. On a commencé avec un rythme de 5 parutions dans la semaine, c'est-à-dire du lundi au vendredi. On a maintenu ce cap pendant plusieurs années, mais avec tout ce que je viens de vous expliquer là, on n'arrive pas à maintenir le cap là. Donc on arrive de sortir 3 ou 4 fois, parfois deux fois dans la semaine. Aujourd'hui, l'information, c'est au bout des doigts, c'est sur les téléphones. Hein? Tout le monde vit presque de façon instantanée l'actualité. Mais puisque nous faisons des fois des articles de fond, des investigations, c'est pourquoi jusque-là, on maintient le cap. Malgré tout, Zége Zoumanigui reste optimiste quant à l'avenir du journal papier à cause, dit-il, du sérieux qui caractérise ce type de médias. En général, la presse privée guinéenne souffre. Une souffrance qui s'illustre d'abord par la difficulté dans l'obtention de l'information. À en croire nos intervenants, il est temps d'assister les médias pour, disent-ils, l'équilibre démocratique de la nation. Médiasphère. Mamadou Bouléré Diallo qui s'est intéressé à certains médias privés de la place avec les difficultés rencontrées sur le terrain, la projection dans le futur. Aujourd'hui, ces médias constituent le 4e pouvoir, l'oxygène de la démocratie. Puisque nous parlons de liberté de presse, de pluralisme d'opinion et de pluralité de titres, on a avec nous sur ce plateau Daouda Youla, responsable du service technique à la radio Continental FM, une radio dont la licence avait été retirée il y a encore quelques jours, ce qui a provoqué l'ire des hommes de la corporation en Guinée. Déjà avec nous sur ce plateau, Daouda, bonsoir. Bonsoir, Adiba. Bienvenue dans cette émission. Merci pour l'invitation. Voilà, merci, c'est un devoir au nom de la confraternité journalistique. Alors, votre média, la licence a été retirée il y a encore quelques semaines. Alors, aujourd'hui, avant de parler de cette série, dans quel état d'esprit vous vous trouvez? Bon, le moral est bon, nous sommes sereins. Ben, c'est comme ça la vie, quoi. On accepte. D'accord. Alors, une licence qui a été retirée, on vous accuse d'installer vos émetteurs au niveau de la RTG, ce que la direction d'ailleurs a cherché à démentir. Oui. Alors, dites-nous concrètement, que s'est-il réellement passé, puisque nous apprenons d'ailleurs, préalablement, vous avez signé une convention avec un particulier par rapport à ce service. Tout à fait. Eh bien, je dois dire d'abord que en 2017, quand on a confié la gestion de Continental à notre équipe, au-delà de Matuto, Continental n'était pas écouté. Oui. À Sangoya, vous perdez complètement le signal. Oui. Eh bien, aujourd'hui, Continental, avec son émission Gunti, qui a une forte audience, oui. Eh bien, chaque jour que Dieu fait, il y a des demandes des auditeurs, tout ça. Oui. Et bien, nous avons dit qu'est-ce qu'il faut faire. Oui. Et comme ça, moi, je suis rentré en contact avec
Abdelaziz Diallo, le représentant local de la société PHF.com en Guinée ici. Et je l'ai expliqué le projet et tout ça, là, le besoin de la radio continentale, mais je lui ai dit que c'est pas avec moi tu vas négocier, tu vas signer le contrat. Viens, je vais te présenter au PDG. Quelques jours après, il est venu, je l'ai introduit sur le PDG. Et ils ont discuté sur les contours du projet et tout, à la présence, comme on appelle ça, du directeur général du Futurlec. Il a ce démo aussi là. Et voilà. À la fin, le monsieur il a demandé 33 millions comme coût de réalisation, installation et tout. Voilà, le matériel et l'installation. Alors, il a dit, justement, il dit dans la convention d'abord 16 millions 500 pour la première tranche. La première tranche, et après le bloc, voilà, c'est 16 millions, 500 millions, et voilà. Pour la seconde tranche. La seconde tranche. Voilà, après, le travail, le monsieur nous a invités pour aller visiter les installations. Donc, Continental a composé une équipe, comment on appelle ça, le président du conseil d'administration de la radio, Elaz Malik, le directeur des ressources humaines et moi-même. Nous sommes rendus sur le terrain, on a visité, les appareils étaient là. Justement. On a dit, ok, c'est bon. Voilà, j'ai rendu compte au PDG, j'ai dit, c'est bon, tu vois bien. Le monsieur nous a dit, comme garantie, je vous donne un mois pour essayer. Donc, tu allais très bien, on recevait des appels de nos auditeurs un peu partout. Parce que l'histoire, c'était de couvrir Conakry et périphérie, Dubrika et Koya. Bon, on recevait des appels un peu partout, à Dubrika et à Koya. Voilà. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Et le 22 octobre passé, à notre grande surprise, et quand nos confrères étaient dans le studio pour l'émission Gontigny, on a perdu le signal. Alors, ça c'était aux environs de 17h. 17h40. Contrairement à ce que le monsieur aussi avait dit aujourd'hui sur les grandes gueules, il dit qu'ils ont coupé l'émetteur à 9h. C'est faux, c'est pas vrai. C'est à 17h40 qu'on a perdu le signal. Donc le DG est venu, il dit là on n'a pas de signal. Il faut appeler Aziz pour voir ce qui ne va pas. Moi j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé, j'ai dit Aziz on a perdu le signal. Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, il a dit c'est un problème de courant, je suis en train de changer la ligne quoi. Ben ça a pris 40 minutes. J'ai dit, mais ça, c'est pas possible. Là. Bon, j'ai insisté. Finalement, il dit que les militaires, les gendarmes sont venus, ils ont saisi votre émetteur. J'ai dit, notre émetteur, comment ça? Il dit que c'est à Koloma. Koloma ou à la RTZ Koloma. J'ai dit, comment ça? Mais c'est pas possible. Là. Que c'est pas ça qui est indiqué dans le contrat. Parce que moi, je me rendais souvent à Koloma marché Meni pour voir les installations si tout va bien. Pour nous, c'est là-bas. Alors, la question qu'il faille se poser, comment on a pu déplacer votre émetteur? Est-ce qu'il y a eu une interruption à un moment ou bien vous n'étiez pas du tout au courant? À aucun moment, aucune personne à Continental, à aucun moment n'a constaté un vide à l'antenne. Du tout. Parce que l'émetteur, ce n'est pas un téléphone portable. On ne peut pas marcher avec. Pour transporter, il faut 2 personnes. Et les pylônes également, on n'a pas constaté. Eh bien, la question qu'on se pose aujourd'hui ici, est-ce que c'est à Koloma marché? On a débranché notre émetteur ou bien c'est à la RTZ Koloma? C'est la question qui reste sans réponse aujourd'hui. Donc, ils vous ont appelé pour vous dire les militaires sont venus saisir votre matériel à la RTZ, votre émetteur, qui, dans la convention, pour vous, était installé au niveau du marché de Koloma. Sur le meuble abritant la radio Renaissance FM. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Après ce coup d'appel, qu'est-ce qui a suivi? Après le PDG, nous, on a approfondi notre enquête. On nous a appris que, comment on appelle ça, que les équipements se trouvent au niveau du ministère, dans la main du ministre Amara Somparé. Et du coup, le PDG il a appelé le ministre pour savoir qu'est-ce qu'il nous a dit. Apparemment, vous avez nos émetteurs. Il dit oui, tonton, et bien sûr, j'ai saisi votre équipement parce que l'équipement a été installé frauduleusement à la RTZ. Il dit, mais c'est pas vrai ça. Moi, j'ai signé un contrat avec une société représentée par Aziz Diallo. Bon, il a demandé, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il dit, tonton, moi je vais suivre l'affaire jusqu'au bout. Il a dit, c'est-à-dire, jusqu'au tribunal. Il dit, ok, comme la Guinée c'est un état de droit, on va aller. Voilà. Alors, justement, cette communication du ministre, que beaucoup d'ailleurs critiquent aujourd'hui, le ministre de la Communication, on juge cette décision un peu disproportionnée. Comment expliquer cela? Est-ce qu'il y a des raisons politiques autour de ça? Comment expliquer, à cause d'une licence qu'on déplace, d'abord sans vous appeler pour dire venez constater de visu que votre émetteur est installé à la RTG? Ça n'a pas été fait selon les informations que nous avons reçues. Comment vous expliquez cela? Mon avis, c'est que le ministre Amara Somparé devrait faire, c'était d'inviter la direction de la RTZ Koloma et Continental pour lui-même savoir comment l'émetteur s'est retrouvé à la RTZ. Parce qu'il n'est pas un ministre de la RTZ, il est ministre des médias publics et privés. C'est ça qu'il devrait faire.
Mais voilà, lui, il a pris position directement. C'est comme si c'est quelque chose qui était commandé ou bien c'était préparé, quoi. Oui. Voilà. Alors, ce qui est fait, la balle est déjà partie. Oui. Aujourd'hui, on est à quel niveau dans ce dossier? Eh bien, nous avons réuni tous les éléments de preuve. Oui. On a saisi notre avocat, Maître Béa. Oui. Lui, à son tour, il a saisi la Cour suprême pour l'annulation de la décision de la HAC, parce que c'est illégal, à notre avis. Parce que dans le cahier des charges, il n'est pas indiqué. Par exemple, si Continental déplace son émetteur de Dixine à la Bellevue, de retirer l'agrément. Non, on ne peut pas aller comme ça. Ce n'est pas possible, ça. D'accord. Alors, est-ce que aujourd'hui, Aziz Diop, on nous dit qu'il est introuvable. Aziz Diallo, pardon, vous avez engagé une communication avec lui pour savoir où il se trouve et pourquoi il ne veut pas témoigner, il ne revient pas. Eh bien, moi, c'est pas... On nous dit qu'il est à Dakar. Ben, son téléphone passe. Mais il ne répond pas qu'il est à Dakar, il se trouve à Dakar. C'est ça le problème actuellement. Mais nous, on a porté plainte contre lui au niveau du commissariat central des Ratoma. Voilà. Alors, avant de vous laisser partir, Daouda Youla, je rappelle que vous êtes au responsable service technique à la radio Continental FM, cette radio aujourd'hui, qui est victime en tout cas de ce scénario qui se passe au sein de la cité, une action qui a provoqué la colère de certaines zones de médias. Aujourd'hui, quel est le rôle de l'URTELGI dans ça? Qu'est-ce que l'URTELGI apporte comme soutien pour aider la radio à revenir à être établie dans ses droits? Moi, à mon avis, l'URTELGI ne traîne le pas. Oui. En principe, c'est notre association URTELGI qui devrait prendre le devant. Ce ne reste que peut-être publier une déclaration pour condamner la décision de la HAC. Ben, moi, je juge leur action, franchement, je ne comprends pas leur action, hein, parce qu'ils ne traînent le pas. Ce n'est pas comme ça. Il s'agit d'une radio, ce n'est pas un journaliste qui est à la prison. On vient de retirer la licence de radio. Ça ne s'est jamais vu en Guinée ici, n'est-ce pas? Bon, l'URTELGI ne doit pas rester bras croisés, il doit se bouger. Alors, que répondez-vous à ceux-là qui pensent aujourd'hui qu'on a retiré cette licence parce qu'il y a une émission qui dérange le pouvoir en place, dont l'émission Buntu, cette émission en langue? On peut le dire, parce que Buntu ne fait pas de cadeau au gouvernement. Hein. On n'est pas contre le gouvernement, mais on dénonce la mauvaise gestion des deniers publics. On est contre ça, et ça depuis. Voilà. D'accord. Voilà, on est pris par le temps. Daouda Youla, responsable service technique à la radio Continental FM. On aurait voulu développer davantage ce sujet avec vous. Nous sommes de cœur avec vous en tant que journaliste dans ce dossier, mais nous prions aussi que la vérité puisse jaillir à la fin de ce dossier. Merci d'être passé. Merci bien, monsieur. Voilà, vous restez avec nous. Tout de suite, on s'intéresse à la une de la toile réalisée par Fatoumata Kairabakaba, comment les sites internet traitent l'actu majeure de la semaine. Et l'info qui revient, c'est la marche du Front National pour la défense de la Constitution, le FNDC. On va sur cet élément. On se retrouve tout de suite sur ce plateau. Médiasphère. Africa-Guinée a titré à la une de cette semaine, marche du 14, pourquoi les adversaires d'Alpha Condé tiennent au palais du peuple. À Conakry, malgré la réticence des autorités, le Front National pour la défense de la Constitution, FNDC, reste intransigeant sur sa demande à marcher sur l'autoroute et à tenir un meeting à l'esplanade du palais du peuple. Au micro donc de l'un de nos reporters, le chargé de communication de cette plateforme de la société civile guinéenne a réitéré la volonté de leur mouvement à marcher de l'aéroport au palais du peuple. Et dans le cas échéant, Abdoulaye Oumousso indique qu'une mobilisation d'envergure se fera donc à travers tout le pays. Et le site Mosaïque Guinée a titré à la une de cette semaine, crise politique en Guinée, Ibn Chambas à Conakry pour rapprocher les positions. Et la communauté internationale ne semble pas se contenter de simples communiqués pour exprimer toute sa préoccupation par rapport à la crise qui couvre en Guinée. On apprend que le représentant spécial des Nations Unies, Ibn Chambas, est à cet effet à Conakry depuis quelques jours. Le diplomate onusien, facilitateur dans les crises guinéennes depuis près de 10 ans, devrait rencontrer tous les protagonistes dans cette crise en vue d'amenuiser leurs très grandes divergences. On apprend également qu'il aurait déjà entamé ses consultations et devrait les poursuivre hier mercredi avec des rencontres prévues, notamment avec l'opposition politique. Enfin, le site Guinée Matin a titré à la une en Guinée, l'UFDG pour un front contre la tenue des législatives le 16 février 2020.
déjà à couteau tiré autour du projet de changement de l'actuelle constitution qui ouvrirait la voie à un troisième mandat au président Alpha Condé. Pouvoir et opposition devraient s'engager dans un nouveau bras de fer. C'est ce qui ressort en tout cas d'une réunion des responsables de l'UFDG tenue mercredi 12 novembre 2019 au quartier général de la formation politique à Conakry. Et le principal parti d'opposition entend rencontrer les autres partis d'opposition pour former un front contre cette décision du président de la République. Et c'est Dr Fodé Oussou Fofana, vice-président de l'UFDG, qui l'a annoncé au micro d'un reporter de guinématin.com à l'issue de la rencontre. Médiasphère. Voilà, c'est la fin de votre émission Médiasphère, l'émission des médias, la réalisation Karamoko Alpha Labé depuis près de 5 ans. Il est avec nous, Nala Sidibé à la régie, Lamine Sidibé, Mafata Sano. Portez-vous bien où que vous soyez, on se retrouve la semaine prochaine si Dieu le veut bien. Mais vous restez avec Espace TV, tout de suite, nos confrères de BBC vont vous rejoindre au compte de leur édition. Merci. Médiasphère. Bonsoir à tous, vous regardez BBC Info, voici le sommaire. Amnesty International met en garde contre une aggravation de la situation en Guinée, alors que l'opposition appelle à une nouvelle grande manifestation contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Un parti d'opposition burkinabé suspendu pendant 3 mois par le gouvernement après avoir demandé la démission du président Kaboré, en cause sa gestion de la menace djihadiste une semaine après l'attaque contre un convoi dans l'est du pays. Et en fin de journal, le Zimbabwe annonce son budget 2020 dans un marasme économique au plus haut niveau depuis des décennies. En Guinée, alors que l'opposition appelait à manifester aujourd'hui contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé, Amnesty International a fait le point sur les violations des droits humains dans le pays. Selon le nouveau rapport de l'ONG, la situation pourrait s'aggraver en vue de l'élection présidentielle prévue l'année prochaine. Plus de détails avec notre correspondante à Dakar, Louise Devast. Amnesty International souligne tout d'abord quelques avancées en matière des droits de l'homme en Guinée, notamment l'abolition de la peine de mort en 2017. Mais l'ONG dénonce également un certain nombre d'abus, comme l'usage excessif de la force ou les arrestations arbitraires pendant des manifestations. Après avoir interrogé une centaine de personnes, Amnesty affirme que plus de 70 personnes, dont un enfant de 7 ans, auraient été tuées depuis 2015 lors de manifestations. La majorité, selon eux, tuées par des forces de sécurité. L'ONG dénonce également la lenteur des enquêtes. Écoutez leur réaction. Nous avons recensé entre janvier 2015 et octobre 2019 plus de 70 personnes, au moins 70 personnes qui sont décédées dans le contexte des manifestations. D'après les témoignages que nous avons reçus, mais aussi les balles que nous avons retrouvées sur place, eh bien, les forces de sécurité sont impliquées dans au moins 59 de ces décès. C'est un nombre extrêmement important, même s'il faut reconnaître que les manifestations en Guinée peuvent parfois donner lieu à des actes de violence. Nous, ce que nous demandons aux autorités, c'est d'abord de permettre que ce droit à la liberté de manifester s'exerce et donc que les autorités cessent de systématiquement interdire les manifestations. Et c'est d'autant plus important que les autorités elles-mêmes reconnaissent, à travers les rencontres que nous avons eues avec elles ces derniers jours, que lorsque les manifestations sont autorisées, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de débordement. Le gouvernement n'a pour l'instant pas communiqué officiellement par rapport à cette enquête de Amnesty International, ni confirmé les chiffres soulevés, mais en revanche, ils ont affirmé que les auteurs de ces crimes seraient sanctionnés une fois les enquêtes terminées. Et puis rappelez-vous, il y a quelques jours seulement, la procureure de la Cour pénale internationale était en Guinée et a mis en garde le gouvernement, les exhortant à réinitier le dialogue politique.
Au Burkina, à présent, le président Roch-Marc Christian Kaboré est mis à mal par l'opposition pour sa gestion de la menace terroriste. Et les tensions sont montées d'un cran car un parti, le Front patriotique pour le renouveau, a été suspendu de toute activité pendant 3 mois pour avoir demandé la démission sans délai du président et de son gouvernement. Et ce, une semaine après la pire attaque sur le sol burkinabé depuis 5 ans, visant les employés du mine d'or dans l'est du pays. Le PDG de la société canadienne Semafo Gold a rendu visite aux survivants qui tentent d'oublier. Marina Darras. Aujourd'hui, au moins 39 personnes ont été tuées dans cette attaque d'une violence inégalée dans un pays déjà ravagé par la violence djihadiste. 60 autres personnes ont été blessées et un employé est toujours porté disparu. Certains blessés ont été transportés par avion à l'hôpital Tekandogo de Ouagadougou. La compagnie Semafo a depuis cessé toute activité. Je dormais en temps, j'ai entendu une des vitres éclater. En même temps, j'ai reçu une balle au dos, je me suis couché. Donc, il y a mon collègue qui était à côté de moi, lui aussi, je l'ai vu se coucher, donc il était sur moi, je l'ai demandé. J'ai dit non, il dit tu as découvert, c'est mieux de descendre carrément au bas. Il me dit qu'il est touché. Il dit mais débrouille-toi, moi je vais rester un peu en haut et on va prier Dieu. Le PDG de Semafo, Benoît Desormeaux, a déclaré que la compagnie assumerait tous les frais médicaux nécessaires pour soigner ses blessés. C'était très important pour nous de venir rencontrer ces blessés-là, leurs familles, et puis de leur assurer tout notre support. On souhaite que les gens soient tous de retour sur pied le plus rapidement possible et en santé le plus rapidement possible. Et c'était le but de la visite. Au total, c'est un convoi de 5 bus avec escorte militaire qui avait été pris pour cible, comportant 241 employés, entrepreneurs et fournisseurs. Il s'agit de l'une des pires attaques au Burkina Faso depuis que des militants islamistes ont pris d'assaut un hôtel et un restaurant de la capitale en 2016, tuant 30 personnes. L'année suivante, 19 personnes avaient été tuées dans une attaque similaire. Le reste de l'actualité en bref. À Alger, acquittement pour 5 manifestants ayant brandi le drapeau berbère lors du mouvement de protestation contre le régime, mais une trentaine d'autres manifestants ont, eux, été condamnés pour les mêmes faits à des peines de 6 mois de prison ferme. En Tunisie, le nouveau président du Parlement est connu et c'est Rachid Ghannouchi, le chef du parti d'inspiration islamiste Ennahda, qui prend la tête de la Chambre basse, et ce, grâce à l'appui du parti libéral de Nabil Karoui, Kelb Tounes. En RDC, c'est près de 50 000 personnes qui vont pouvoir bénéficier d'un nouveau vaccin expérimental contre Ebola. Cet essai clinique majeur est un espoir dans un pays où la maladie a déjà tué plus de 2000 personnes depuis août 2018. Également de l'actualité internationale, Donald Trump dans la tourmente. Les premières audiences publiques pour valider ou non la procédure de destitution contre le président américain ont commencé. Il est accusé par des lanceurs d'alerte d'avoir demandé à l'Ukraine d'enquêter sur les activités de Joe Biden, son grand rival démocrate. Mais Donald Trump continue de nier en bloc et recevait dans le même temps son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Au menu, Syrie et échanges commerciaux et une nouvelle amitié qui ne plaît pas à tout le monde. Pierre-Antoine Denis. Un accueil qui a fait grincer des dents. Les Trump reçoivent à la Maison-Blanche l'homme dont les forces ont attaqué leur pays voisin, faisant des centaines de morts et des milliers de déplacés. La décision du président Trump de retirer les troupes américaines de Syrie avait offert le feu vert au président Erdogan pour envahir la région. La relation que nous avons est bonne. Et puis vous savez, j'ai entendu tous les experts il y a 3, 4 ou 5 semaines. Ils étaient contre ce que j'ai fait. Et puis tout d'un coup, ils me disent « Waouh, ça marche vraiment bien !» Une amitié qui ne passe pas pour les Kurdes syriens qui enterrent encore leurs morts. Ils ont le sentiment d'avoir été trahis après tant de sacrifices dans la lutte contre le groupe État islamique, pour être ensuite abandonnés par leur allié américain et laissés à la merci de la Turquie. Et après avoir affaibli l'organisation terroriste, l'EI reprend aujourd'hui du poids et a même recommencé les attaques. Les Kurdes, se sentant oubliés, ont essayé de faire entendre leur voix ici à Washington en protestant devant la Maison-Blanche alors que les deux dirigeants se réunissaient.
C'est une honte pour nous, Kurdes américains, de voir le président inviter quelqu'un comme lui, avec cette invasion actuellement en cours. Une honte. Mais le président Erdogan a soutenu les opérations turques en Syrie et a même réitéré son intention d'utiliser les zones envahies pour reloger les réfugiés. J'ai lancé un appel afin d'établir une zone de sécurité en Syrie, mais à cause du retard, des dizaines de milliers de civils ont perdu la vie. Ce problème ne peut pas durer éternellement. Cette visite vient nul doute aplanir les contentieux entre Turcs et Américains, mais continue de tendre les relations entre Washington et les rebelles kurdes, pourtant un allié de poids dans la lutte contre l'État islamique. Au Zimbabwe, cela fait presque 2 ans que Robert Mugabe a été renversé. Son successeur Emmerson Mnangagwa s'est installé à la tête du pays dans une ambiance marquée par l'espoir d'un renouveau. Mais aujourd'hui, son gouvernement présente le budget annuel dans un contexte d'effondrement économique, le pire dans le pays depuis 10 ans. Les hôpitaux ont fermé et près de la moitié de la population est au bord de la famine. Caroline Loyer. Une clinique de Harare censée être l'une des plus fréquentées. Mais la crise économique a mis à genoux le système de santé publique. Les infirmières se disent excédées par leurs conditions de travail épouvantables. Et ce sont les patients qui en paient le prix. Normalement, d'après notre correspondante, cette clinique devrait grouiller d'activité. Elle dessert environ 100 000 personnes dans la communauté. Mais aujourd'hui, il n'y a qu'une seule infirmière qualifiée pour s'occuper de tous les patients. Simon Galizo, un bébé malade. Il a la grippe. Sa mère nous dit qu'aucun soin ne lui a été prodigué ici. Il n'y a pas de médicaments, dit-elle. Pour d'autres, les conséquences sont bien pires. Cette femme a souhaité garder l'anonymat. Sa nièce est morte des suites d'une insuffisance cardiaque. La famille ne peut récupérer le corps pour l'enterrement. Aucun médecin n'est là pour certifier le décès. Oh, elle était malade. Nous ne pouvions pas l'emmener à la clinique. À la clinique publique, c'est fermé. Les hôpitaux, comme l'hôpital de Harare, il n'y a pas de médecin là-bas. Donc après 2 jours, elle est décédée. Des centaines de médecins sont en grève depuis plus de 2 mois. L'inflation à 3 chiffres a réduit de 80% leur salaire. Comme vous pouvez le constater, nous n'avons rien dans nos réfrigérateurs. Le docteur Prince Buteau a été congédié. Ce que ce gréviste demandait, c'était plus qu'une revalorisation salariale. Le gouvernement a fermé les yeux sur les questions que nous soulevions. On nous avait promis que le gouvernement avait acquis 5 millions de dollars de médicaments, mais il n'y avait rien dans les hôpitaux. Les gens étaient en train de mourir et ils sont encore en train de mourir. Il y a à peine 2 ans, le président Emmerson Mnangagwa renversait Robert Mugabe. Sa présidence a été accueillie avec optimisme et dans la liesse. Il s'est engagé à mettre le Zimbabwe sur une nouvelle voie vers la prospérité. Mais la réalité est que la situation s'est davantage dégradée. Dans cette communauté située à la périphérie de Harare, les problèmes sont évidents. Mais l'aide tarde à venir, même pour les plus vulnérables. Scholastica Nyamarawo, 72 ans, fait partie de ces vulnérables. Elle fait de la récup. Et en revendant les plastiques, elle espère pouvoir s'acheter des médicaments et de la nourriture. Certaines de ces histoires ne sont que, vous le savez, en tant que journaliste, vous devez être détaché. Mais certaines de ces histoires sont si difficiles à encaisser. Le gouvernement dit avoir besoin de plus de temps pour relancer l'économie. Mais pour beaucoup de gens comme Scholastica, il s'agit d'une course contre la montre. Et c'est la page des sports avec Emmanuel Cos. Et on commence aujourd'hui, Emmanuel, par les éliminatoires à la CAN 2021. Voilà, suite du feuilleton effectivement. Et dans le groupe F, ça a bien démarré pour le Mozambique qui reçoit le Rwanda et qui mène 2-0 après 40 minutes de jeu. 2 buts inscrits d'ailleurs en l'espace de 2 minutes, peu avant la demi-heure. Donc 2-0 pour le Mozambique contre le Rwanda. En revanche, dans la poule G, les buteurs semblent être en berne. Après 40 minutes, c'est toujours 0-0 entre le Togo et les Comores. De même entre l'Égypte et le Kenya. Les buteurs étaient en berne également hier soir. 0-0 dans la poule F entre le Cameroun et le Cap-Vert. Même score entre le Burkina Faso et l'Ouganda.
En revanche, le Sénégal a bien entamé sa campagne avec une victoire à Thiès, 2-0 contre le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville qui, on le disait hier, était quand même privé d'une de ses vedettes, l'attaquant Thierry Bifouma. L'actualité du foot sur le continent, c'est aussi la dernière journée de la phase de poule dans le groupe A de la CAN des moins de 23 ans. Ça se passe au Caire. Et tout à l'heure, à partir de 18h GMT, l'Égypte, premier au classement avec 6 points, recevra le Cameroun, deuxième avec 4 points. Un match nul suffit à ces deux équipes pour se qualifier pour les demi-finales. Dans l'autre match disputé simultanément, le Ghana devra gagner face au Mali, mais ce ne sera peut-être pas suffisant, car il faut aussi que le Cameroun perde contre l'Égypte si les Black Stars des moins de 23 ans doivent se qualifier pour les demi-finales. Et puis Thierry Henry relance sa carrière d'entraîneur au Canada à l'Impact de Montréal, l'un des anciens clubs de Didier Drogba, après une expérience plutôt non réussie, il faut bien le dire, à Monaco. Celui que l'on surnommait affectueusement Titi a signé un contrat de 2 saisons avec l'Impact de Montréal. Il connaît bien la MLS, Thierry Henry, pour avoir porté les couleurs des Red Bulls de New York entre 2010 et 2014, Myriam. Merci Emmanuel, c'est la fin de ce journal. Bonne soirée à tous. Médiasphère. Médiasphère.